mais du coup, si je ramène peut-être un petit peu sur la discussion que tu voulais avoir, Sébastien, sur comment foirer une stratégie d'innovation, comment faire de l'innovation, on peut dire à peu près, en étant juste quasiment chaque fois, qu'une bonne façon de foirer une stratégie d'innovation, c'est de la penser au travers purement de la technologie, en disant on va produire de la technologie neuve, nouvelle, et ça va être de l'innovation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de la Roomcast. Alors l'objectif de cette émission, c'est de l'enregistrer en réalité sur Clubhouse pour avoir de l'interaction avec le public, vous, et de la retrouver juste après sur les plateformes audio habituelles. Cet épisode sera consacré à tenter de répondre à une question: comment bien foirer sa stratégie d'innovation, et pour cela, je suis hyper heureux, mais alors vraiment, sincèrement, hyper heureux d'accueillir Philippe Méda, que j'adore. Je crois que Philippe, je suis ton plus grand fan. Philippe, si tu devais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Alors, d'abord, tu es indiscutablement mon plus grand fan, ça c'est clair. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je viens de la recherche publique initialement, il y a très très longtemps, de l'entreprise aussi, juste après. Et depuis plus de 10 ans, je fais du conseil en innovation. J'ai l'habitude de dire que quand je dis ça, je décris la moitié de la population en Europe, hein. Tout le monde fait du conseil en innovation. Mais c'est mon métier et je suis plutôt spécialisé sur ce qu'on appelle dans Télérama ou sur BFM TV l'innovation de rupture. Donc les moments où il n'y a vraiment plus trop de règles du jeu pour innover et on fait face au maximum d'incertitudes. Voilà. Et je suis basé aux Pays-Bas, je parle encore à peu près français correctement. Et je travaille en Europe et en Chine aussi très très régulièrement. Tu as oublié de donner ta définition du mot innovation. Ah ouais, celle que j'utilise le plus récemment et une définition qui est très simple, c'est les clients dans le temps. Ça sonne mieux en anglais, customers over time, mais les clients dans le temps. Mais sinon, l'innovation au sens de Schumpeter, du vénérable Schumpeter, c'est très très bien aussi comme définition, c'est changer le marché. Voilà. Donc qu'il y ait de la technologie, qu'il y ait du hardware, du software ou pas, c'est changer le marché. C'est ça. Si je dis changer le marché pour toujours, non, Ah non, t'as faux là, parce que ça change tout le temps, non? C'est pas ça, Philippe? Ouais, je sais pas, moi ça me va bien comme ambition de changer le marché pour toujours. C'est le fait qu'il n'y ait pas forcément de retour en arrière après nous. Et ça voudrait déjà dire qu'on est sur une innovation qui est puissante que Uber n'est pas arrivé à faire, par exemple, puisqu'on continue à prendre des taxis. C'est ça. Alors, juste avant de continuer, on va demander la même chose à Julien. Pour toi, l'innovation, c'est quoi? Et si tu dois te présenter en quelques mots? Je dirais pareil que Philippe. Moi, je répète un petit peu ce que Philippe m'a appris lorsque j'étais en MBA à l'école. Et donc, c'est la transformation du marché pour toujours, en tout cas de façon assez définitive. Et l'idée, c'est que d'abord, on invente, on bidule, on fait des choses nouvelles. Et inventer et faire des choses nouvelles, je trouve que c'est joli à dire. Et puis l'innovation, en fait, on la désire, mais c'est le marché qui décide. Et ce n'est pas nous qui décidons. Et donc, je suis souvent embêté avec le mot innovation parce qu'il est utilisé de façon comme si, en fait, on était en maîtrise de l'innovation, alors qu'on désire innover, donc changer le marché. Et donc, ce n'est pas tout à fait nous qui sommes, qui maîtrisons le sujet, quoi. On va essayer d'innover. C'est un peu comme lever des fonds, on va essayer de lever de l'argent versus je vais innover et je vais lever de l'argent. Il y a plutôt une nuance à mettre au milieu de tout ça. Donc voilà un peu ma définition de l'innovation. Et puis pour enchaîner sur lever de fonds, moi je suis spécialiste des capital risqueurs et j'essaie de développer une expertise sur la mécanique de décision des capital risqueurs que j'essaie ensuite de proposer aux entrepreneurs ou aux incubateurs. Et en particulier, je fais de l'évaluation VC compatible. Donc, une boîte vient me voir et je les analyse et je leur dis à la fin, de façon concrète, oui ou non, vous êtes VC compatible. Si vous ne l'êtes pas, voilà pourquoi. Et essayons de voir s'il y a possibilité d'augmenter votre niveau de jeu. Et là, je fais une analogie très sportive, mais c'est un peu pareil. Signer avec un grand VC, c'est comme signer dans un grand club pour un joueur de foot.
Alors, juste avant de donner la parole à Jérémy, finalement, est-ce qu'on peut dire qu'on peut acheter de l'innovation? Est-ce que, genre, si j'achète de l'innovation aujourd'hui, dans 6 mois, j'innove? Ah, c'est Philippe. intéressant, quoi, Clément. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu achètes. Alors, si je vais te répondre très directement, c'est l'une des formes, peut-être, là, j'ai eu un moment d'hésitation, mais c'est l'une des formes les plus anciennes de l'innovation ces 15 dernières années, avec les grands groupes pharmaceutiques. Et on a l'exemple qui a, j'ai l'impression, surpris beaucoup de gens, mais qui est très normal, avec Pfizer, qui a acheté son innovation auprès on dit une start-up, mais en fait c'est déjà une assez grosse boîte allemande, qui elle a fait la R&D et qui elle a trouvé le premier vaccin pour le Covid. Donc derrière, quand tu as des grands groupes qui investissent de façon stratégique dans des portfolios de start-up et de gens qui vont prendre plus de risques que le grand groupe, c'est une façon qui est tout à fait rationnelle d'acheter de l'innovation qui est très efficace. Donc ça peut s'acheter, quoi. Donc ça peut s'acheter. Carrément. Tiens, on va donner la Absolument. parole à Jérémy. Donc Jérémy, prénom, nom, et me dire si tu es OK pour être enregistré et utilisé dans le podcast. Enfin, ta voix surtout. Salut à tous, Jérémy Klotzkin, hein, OK pour être enregistré pour le podcast, avec grand plaisir. La discussion a démarré sur les chapeaux de roue et moi j'ai une perception un peu différente de ce qui a été dit et je vais essayer très rapidement de m'exprimer sur ce sujet, mais quand on parle d'innovation de rupture ou d'innovation traditionnelle, moi le gap je le vois entre innovation de modèle et innovation technologique. Et pour rejoindre un petit peu ce que Julien tu as dit quand tu as parlé d'essayer de faire de l'innovation, c'est vrai qu'on essaye de changer les modèles et toutes les innovations dont on parle très souvent, qui sont les innovations plus B2C, voilà, les Uber, les Airbnb ou les entreprises comme ça qui innovent par leur modèle, ce ne sont pas des entreprises technologiques. Ce sont des entreprises qui utilisent la technologie, mais ils ne créent pas en fait de technologie, c'est plutôt des applications et de l'expérience traditionnelle au niveau technologique. Ce qui est innovant, c'est la méthode, c'est le modèle. Et or, moi, je suis basé en Israël, dans un écosystème qui est à 80% du B2B technologie, c'est-à-dire des entreprises qui, en effet, créent de la technologie qui, elle, est unique et dans leur écrasante majorité. Et donc, en fait, j'évolue au sein d'un écosystème qui pense très différemment la définition de l'innovation, parce qu'en fait, elle va ouvrir des portes par la technologie et pas par les idées ou l'expérience. Parce que dans la plupart du temps, les entrepreneurs ne viennent pas de l'industrie dans laquelle après ils développent leur startup. Ils ne connaissent pas du tout les besoins du marché et c'est plus facile de, comme on dirait en anglais, think outside of the box quand tu ne vois pas la boîte. Voilà. Philippe. C'est intéressant parce que, moi, quand j'ai commencé vraiment à travailler sur ce que j'appelle de façon un petit peu molle, parce que c'est du langage convenu maintenant, l'innovation de rupture, j'ai vraiment travaillé sur l'innovation de modèle économique. C'est devenu un de mes cœurs de spécialité. Donc, je suis assez d'accord avec ça, mais j'irai même plus loin, si on parle de ce côté-là. C'est que la plupart des gens qui relient l'innovation à la technologie font une erreur de base. Et c'est compliqué parce qu'on ne peut pas dire que la technologie ne produit pas d'innovation. Ça serait absurde. Le problème, c'est que c'est décorrélé. Ce n'est pas parce qu'on investit beaucoup dans la technologie qu'on va obtenir beaucoup d'innovation. Ce qui est toujours absurde d'ailleurs quand on regarde des grands groupes qui mesurent encore beaucoup leurs muscles en innovation au niveau de brevets qu'ils déposent, alors qu'à nouveau, c'est pas du tout corrélé, et puis c'est vraiment très facilement démontré depuis longtemps. Mais du coup, si je ramène peut-être un petit peu sur la discussion que tu voulais avoir, Sébastien, sur comment foirer une stratégie d'innovation, comment faire de l'innovation, on peut dire à peu près, en étant juste quasiment chaque fois, qu'une bonne façon de foirer une stratégie d'innovation, c'est de la penser au travers purement de la technologie, en disant on va produire de la technologie neuve, nouvelle, et ça va être de l'innovation. Ouais, c'est-à-dire, en fait, des fois, on a l'impression qu'on innove, mais avec des outils qui existaient déjà, ou on a une réappropriation des choses. Je pense, si on parle de contenu je sais pas, YouTube est pas très différent de Facebook, même si c'est pas les mêmes codes, ou de Twitch, c'est de l'innovation, mais c'est un peu toujours pareil, quoi. C'est pas parce qu'on change le logo et qu'on met 2-3 petites fonctionnalités un petit peu plus tech que c'est forcément de l'innovation. Oui, mais même plus, si tu mets la barre plus haut en termes de technologie, tu parles par exemple d'intelligence artificielle, d'ordinateur quantique, de deep learning, etc., des sujets qui sont très à la mode, en tant que tel, c'est pas de l'innovation. C'est de la technologie qui est absolument spectaculaire, c'est de l'invention,
Mais est-ce que ça va changer quelque chose au marché derrière? Alors, on est convaincu que oui, mais savoir qu'est-ce que ça va réellement changer aujourd'hui, où va réellement se porter l'innovation, ça reste encore assez, même si on a des exemples, ça reste quand même encore assez difficile à cerner aujourd'hui. Et cette décorrélation entre, et ce qui est intéressant, ce que tu dis, Jérémy, sur des écosystèmes comme Israël, qui effectivement fonctionnent bien main dans la main assez régulièrement, je ne sais pas sur tes domaines d'activité à toi, mais avec les US, pour produire de la tech de très haut niveau et derrière trouver des débouchés sur des marchés annexes, il y a vraiment une intelligence à produire de la tech d'un côté et derrière à la transformer en innovation. Ce qui, à nouveau, n'est pas quelque chose qui est gagné et certainement pas automatique. C'est très intéressant ce que tu dis. Je vais réagir parce qu'en fait, tu as raison, c'est évidemment l'application qui est importante. La technologie en elle-même, c'est quelque chose d'horizontal qui est déconnecté d'un marché spécifique. C'est une méthodologie. Mais c'est évident que tant que tu n'as pas une application et un marché spécifique pour ta technologie, pour l'instant, elle n'a aucune valeur. Juste pour rebondir sur le fait que tu disais, Jérémy, souvent on voit l'innovation, on regarde des projets B2C qui sont beaucoup plus visibles. Et c'est vrai que du côté d'Israël, il y a beaucoup de grosses technos, on va dire, qui sont productisées et qui marchent super bien. Mais par exemple, quand on regarde des boîtes comme Snyk sur Snyk, S-N-Y-K, sur la sécurité, c'est vrai que pour un non-technicien, c'est pas évident de se dire que c'est transformatif, mais en fait, ça l'est complètement au niveau de la sécurité, ce qu'ils proposent. Et donc, c'est pas visible, mais les techniciens qui sont à l'intérieur des infrastructures savent que ces nouveaux produits, et pas technologie, on va dire, ces technologies encapsulées dans un produit, sont un game changer pour le développement de l'Internet. Mais c'est à l'intérieur des bécanes que ça se voit et pas à l'extérieur. Il y a Sanjay qui nous a rejoint. Et puis, si vous souhaitez monter avec nous dans la room, n'hésitez pas, c'est très ouvert. Alors tout d'abord, merci Sébastien et toutes mes excuses pour le retard. C'était dû à une réunion qui allait au-delà du temps imparti. Donc voilà. Alors, comment bien foirer sa stratégie de l'innovation ? Je pense que c'est en faisant beaucoup d'erreurs. En faisant beaucoup de test and learn et en étant très ouvert d'esprit pour essayer encore une fois, développer un maximum de partenariats avec des personnes qui n'ont pas les compétences que vous avez vous en tant qu'entité ou vous en tant que personne. Donc voilà comment bien foirer sa stratégie de l'innovation. Alors j'ai entendu très fréquemment sur Clubhouse que l'échec était quelque chose qu'il fallait éviter parce que c'était mal vu et tout ça. Je finirai cette intervention en disant que mon patron à la BBC m'a dit quelque chose de très percutant, c'est que failure is a form of success, it must be embraced. Et donc en conséquence, si on ne foire pas, si on ne fait pas des erreurs, c'est limite un peu bizarre et on n'est pas vu de la même façon. Philippe, qu'est-ce que tu en penses de cette idée de se planter en fait? Est-ce qu'on a 4 heures? Écoute, si tu veux, non peut-être pas 4 heures, mais bon, on peut déborder. Ouais, j'ai pas compris, Sanjay, du coup, ce que tu disais, c'était foirer ou ne pas foirer sa stratégie d'innovation? Alors, quelque part... c'était à triples entrées. Non, alors, du coup, merci Philippe pour ta question. En fait, un échec, donc un échec de parcours fait partie du parcours en tant que tel. Après, le but, au final, c'est de réussir sa stratégie innovation. Mais s'il y a des erreurs de parcours entre A et Z, ça peut, sur la dernière ligne droite, permettre d'accélérer ce process d'innovation et ce process de création. Ce que je voulais dire, c'est que l'innovation, c'est un process créatif. Voilà. Oui, et bien ça, sûr. il ne faut pas l'oublier. Donc, ce que tu dis, en fait, c'est que pour bien foirer sa stratégie d'innovation, il faudrait vraiment chercher à ne pas la foirer du tout. Foirer un petit peu sur la route permet de ne pas foirer au final sa stratégie.
Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci si il y a une déviation de parcours pour arriver à l'objectif, parce que ça fait partie du jeu. Dans le monde de l'innovation, très clairement, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a une solution. Et donc, en fait, il ne faut pas non plus mal vivre un échec, surtout un échec sur le parcours, qui va permettre par la suite de mieux justement atteindre son objectif innovation. Hein. Ouais, Que ça soit en tant qu'entreprise ou en tant que particulier encore, je précise. je peux réagir en disant que ça dépend pas vraiment de toi si c'est bien ou pas ou mal perçu. Je veux dire, ça dépend de l'environnement, ça dépend de la manière dont tu es jugé par rapport à tes échecs. Le problème de l'échec, c'est pas toi-même, c'est les conséquences qui ne sont pas dues à l'échec lui-même, enfin, qui sont dues à comment il est perçu par ton environnement. Donc c'est pour ça que tu peux pas prendre une ligne sur le LinkedIn de quelqu'un ou une entreprise dans le portfolio d'un VC et juger la personne ou le VC sur son succès à long terme. Et ça, Ouais, c'est dû vraiment c'est dû avec tout. Et le problème, il n'est pas, encore une fois, le problème, il n'est pas l'individu et c'est pas à nous de changer autant que l'environnement. On voit au Japon, ils font du harakiri à chaque fois qu'ils font un échec, ça affecte la courbe de progression, forcément. Et on est dans un environnement aujourd'hui, on ne peut pas juger les projets de manière individuelle. Si à chaque fois que tu prends une responsabilité dans une grande entreprise d'intégrer un produit qui va te coûter très cher et que tu mets en danger ta carrière parce que tu prends cette décision-là qui est peut-être innovante mais risquée, l'innovation, c'est pas que chez les entrepreneurs, c'est pas eux qui vont changer le monde. Les entrepreneurs, ils vont proposer aux grands groupes, aux investisseurs, à la société des solutions. Et c'est cette société, ces investisseurs, ces grands groupes, etc., qui vont, eux, prendre la décision innovante et risquée de faire de cette start-up ou de cette initiative un succès. Donc, Alors, voilà. ouais, Jérémy, moi, je rebondirais en disant aussi, je pense qu'on a beaucoup de travail. Je vois qu'on a pas mal de VC aussi qui sont dans la room avec nous et ça fait plaisir de les avoir et peut-être qu'ils pourront réagir aussi. Mais moi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur et donc directeur aussi d'un incubateur, moi, je vois le vrai problème aujourd'hui, c'est le relationnel entre les grands groupes et les startups en termes d'innovation. En fait, aujourd'hui, on est dans une culture du risque minimum au sein des grands groupes. On a vu comment les grands groupes ont loupé des occasions d'accroître leur visibilité pendant la pandémie. Et au lieu de prendre le risque, ils ne l'ont pas pris. Et voilà, c'est dommage. Mais je vois beaucoup de cas où il y a des startups qui sont intégrées dans des grands groupes et les grands groupes ne sont pas capables d'utiliser la valeur que les startups ont créée comme levier pour innover davantage. Très souvent, cette valeur ajoutée est totalement se décompose et voilà, la start-up qui a été rachetée devient une énième BU de la boîte. Et je pense que là aussi, il y a ce problème-là, en fait, du relationnel qu'on a. Il faut travailler sur ça et changer notre état d'esprit par rapport à ce relationnel et cette culture. Ouais, vous avez ouvert 15 discussions là. Alors bienvenue sur Clubhouse, Philippe. Hein. C'est pour ça que tu vois, le podcast c'est mieux, on discute tous les deux, tu vois, on prend pas de risque. Tu rigoles, c'est beaucoup plus intéressant. Bah oui, carrément. Juste là-dessus, moi il y a une chose qui je suis très cash, hein, donc je parle très directement. C'est ce que j'adore. Il y a une chose qui me choque énormément, c'est que on réfléchit effectivement au sujet de l'innovation comme si c'était une grande vérité qui était bien perçue par tout le monde et qui était très claire et sur laquelle on avait tous les mêmes mesures et surtout tous la même culture. Une chose qui fait foirer énormément de projets, tu vois Sébastien, que j'essaie de rester un petit peu sur le thème, qui fait foirer énormément de projets d'innovation, c'est les leçons apprises de la Silicon Valley. Qui est l'une des pires choses que l'on peut avoir en Europe parce qu'on n'a pas du tout cette culture, on n'a pas du tout les mêmes écosystèmes, on n'a pas du tout les mêmes intégrations entre la recherche publique, les industriels, les startups, etc. Et on est sur des règles du jeu qui sont complètement orthogonales à la logique américaine qu'on monte en sauce au travers de l'image d'Épinal de la Silicon Valley. Qui marche bien par ailleurs, ou qui a bien marché par ailleurs, je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui pour des tas de raisons, mais c'est encore notre sujet. Et en particulier, le fail fast, fail early, prenez des risques, traduit en français, avancer vite, casser des choses, etc., pivoter, etc.
Ça marche très très bien dans la Silicon Valley, ça marche très très mal en Europe pour plein de raisons, mais une raison qui est forte, c'est que, et beaucoup dans le sud de l'Europe, moi je suis basé aux Pays-Bas, hein, donc je regarde la France en disant c'est le sud, les pays latins sont extrêmement averses au risque. Personne dans les écosystèmes de l'innovation en Europe n'aime prendre des risques. Personne ne va taper sur l'épaule à une équipe de start-up qui a brûlé 5 millions d'euros et qui s'est plantée magistralement au bout de 3 ans en ayant cramé tout le cash, en disant putain les gars, super, vous avez acquis des connaissances extraordinaires, vous avez développé vos capacités d'entrepreneur, on va être super heureux de vous financer dans 6 mois, à nouveau 5 millions d'euros sur la prochaine start-up que vous allez avoir. Et on peut se raconter tout ce qu'on veut se raconter sur le sujet, ce n'est pas vrai. Donc la perception effectivement culturelle du risque est quelque chose de compliqué si on prend des leçons venues de la Silicon Valley comme étant des choses qui ont fonctionné sous nos climats, ce qui n'est pas le cas. Alors, je sais que le scénario que tu viens de donner, c'est mon quotidien. C'est-à-dire que des entrepreneurs israéliens, justement, ils sont dans cette position où ils sont tous les serial entrepreneurs, ils n'ont aucun problème pour lever des fonds. Au contraire, les VC leur courent derrière parce qu'ils savent très bien que celui qui a planté 2 boîtes ou 3 boîtes sur les fonds d'un autre investisseur, ce sont les meilleurs entrepreneurs. Je suis en train de travailler actuellement sur un rapport entre l'écosystème innovant israélien et l'écosystème de la Silicon Valley par un organisme public californien. Donc, c'est avec lequel on collabore. Donc, on part sur vraiment un rapport sur les complémentarités entre les deux écosystèmes. Et pour rejoindre ce que tu as dit, c'est évident que ça ne sert à rien d'essayer de se copier les uns les autres. Aucun écosystème ne réussit parce qu'il a copié bien les talons de la Silicon Valley, mais parce qu'au contraire, il a attiré le monde à lui et il crée de la valeur qui est complémentaire aux autres. Donc c'est là que l'Europe doit développer, non pas en étant le nouveau Telecom Valley. Voilà. Je suis d'accord sur le fait que l'écosystème israélien ressemble, et pas le même, mais à beaucoup de marqueurs culturels qui sont très proches de la Silicon Valley, et notamment dans la capacité des gens de passer de la recherche à l'industrie, de l'industrie à la start-up, de la start-up à la recherche, de façon fluide et sans que ce soit un stigmate sur leur CV. Alors, je coupe quelques secondes. Attends, Sanjay, je te coupe 30 secondes. On a Raphaël et Émilie qui sont montés sur scène depuis quelques minutes. Raphaël, Émilie, je vous rappelle le principe, c'est enregistré. Donc, je vais vous demander de dire votre prénom et votre nom et me confirmer que vous êtes OK pour être enregistré dans le podcast. Raphaël. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai le masque sur le nez. Parfait. Je m'appelle Raphaël Chanol et je suis d'accord pour enregistrer pour le podcast. Voilà, présentation faite. Donc certains dans cette room que je connais vont avoir l'impression d'un déjà vu, mais moi je viens d'un grand groupe qui s'appelle Solocal, donc l'extra jaune, qui a été vraiment le géant de la recherche locale pendant quasiment un siècle, avant d'être complètement mangé par Google et par Facebook. Et au sein de ce service, j'ai monté ma propre startup en 2015, qui était une startup innovante pour le groupe, une marketplace de services à la personne. Tout ce qui était babysitting, garder les chiens, les chats, et ainsi de suite. Ça a relativement bien fonctionné, puisque en l'espace de 3 ans, une fois qu'on a lancé, on a atteint 100 000 utilisateurs, d'autant plus qu'on était partenaire avec des mairies. Le petit problème, c'est que par rapport à tout ce que je viens d'entendre, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec un patron qui venait chez Microsoft, où dès qu'on lui parlait de chiffre d'affaires inférieur à 15 millions, déjà on n'intéressait plus. Voilà. Et comme toute startup qui commence sa carrière, au bout de 3 ans, on n'était clairement pas rentable. On a cramé quasiment un peu moins de 4 millions en CAPEX puis en OPEX. Et on nous a littéralement coupé les vivres, puisque au bout de 3 ans, on n'était pas rentable. Et là où ça a mis le coup d'épée, c'était lorsque notre concurrent principal, qui s'appelle Stouti, a été racheté par Cdiscount pour une poignée d'euros, hein, je ne sais plus combien, on n'était même pas à 1 million d'euros, et alors qu'ils avaient un business model complètement équivalent au nôtre. Et c'est vrai que voilà, on cherchait à faire de l'innovant, c'était pas de la techno, on était vraiment, même si on a construit nous-mêmes notre propre marketplace, c'était pas la techno, on a fait quelque chose de state of the art en termes de back-end et de cœur de métier, mais l'usage, c'était ça qui était innovant. Et lorsqu'on a été voir les mairies avec notre système de petites annonces
quasiment instantanée grâce au mobile entre ceux qui avaient besoin d'un service et ceux qui voulaient les rendre, et tout le monde l'a adopté. Et on nous a clairement pas le temps parce qu'on était en train de pivoter avant d'être coupé, ce qui a provoqué mon départ du groupe. Et c'est vrai qu'on l'a assez mal pris parce que du coup, on ne nous a vraiment pas donné notre chance de poursuivre. Et c'est vrai que dans le même temps, j'ai fait une formation de Chief Digital Officer auprès d'un institut à Paris. Et lors de la formation, il disait un truc qui finalement fait écho depuis toutes ces années et continue à faire écho par rapport à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que finalement, les pires ennemis de l'innovation en France, et je dis bien en France, ce sont les DAF et le juridique. Le DAF, parce que dès que vous commencez à cramer du cash, sans derrière la promesse de ramener, à la base, ils n'aiment pas ça, parce qu'il y a quand même un bilan à présenter à la fin de l'année. Et c'est vrai que dans un groupe dans lequel j'étais, c'était quelque chose de crucial. Et le juridique, parce qu'en général, quand vous faites de l'innovation, vous allez chercher les petites ennuis avec la possibilité de vous retrouver nez à nez avec des concurrents en Europe ou en France qui font la même chose que vous. Et en général, ils n'aiment pas. Et je me souviens avoir dû négocier, notamment avec un DevOps, pour qu'il me fasse un contrat Amazon, comme quoi c'est lui qui prenait la responsabilité en cas de crash de la plateforme, parce que Amazon, tout ce qu'il filait en termes de DevOps et sur d'hébergement sur AWS, c'était 2 feuilles de chou, et qu'en cas de problème, on ne pouvait pas attaquer Amazon. Alors, en fait, finalement, c'est compliqué dans les gros groupes de réfléchir en mode startup. Philippe, tu en penses quoi? Ça dépend des grands groupes. Ça fait presque 15 ans que je travaille avec des incubateurs corporate, avant qu'on appelle ça de l'incubation et des entrepreneurs, etc. Moi, j'ai appris une chose très rapidement, c'est que, et je reviens sur ce que tu viens juste de dire, c'est que quand il y a personne qui est en charge de la stratégie d'innovation et qui comprend ce que c'est une stratégie d'innovation dans un grand groupe, ce qui est la généralité des cas, ce qui est 80% des grands groupes, c'est la finance qui gère. Et la finance, il ne faut pas lui reprocher d'être en pilotage par défaut. C'est l'autopilote de l'avion de ligne, quoi. Si le commandant décroche et qu'il n'y a plus de copilote, l'avion essaye de se poser, et ça, c'est le rôle du DAF. Donc, effectivement, le problème, c'est au-dessus ou à côté du DAF, c'est qu'il n'y a personne aux commandes. Mais ce que j'ai appris, moi, c'est que tous les grands groupes qui sont bons à faire de l'innovation et à monter des incubateurs internes sont des groupes dont on ne parle pas, dans les médias. Ma réponse standard quand me dit Philippe, quel est l'un des meilleurs incubateurs corporate que tu connais en Europe? Ma réponse est un dont tu n'as jamais entendu parler. Forcément, parce qu'ils ne sont pas sur des chaînes de radio, de télé, sur Clubhouse, etc., en train de faire du marketing et de faire du zoo de start-up. Ils sont en train de bosser sur des choses stratégiques. Et ce que tu décris là, évidemment, moi ça me serre le cœur, parce que c'est tellement habituel et tellement terrible. Quand tu regardes ces grands groupes qui travaillent, et Sanjay, je crois que tu en parlais aussi, avec des startups, qu'elles soient internes ou externes, hein, c'est un peu la même discussion. Quand on opère de l'incubation avec eux, il y a un seul secret qui est à connaître, c'est que le ROI de ces startups, c'est jamais du chiffre d'affaires. C'est pratiquement stupide de croire que des startups qui sont en open innovation avec un grand groupe, qui ont monté en interne dans un grand groupe, vont produire 50 millions d'euros dans 18 mois, ce qui, oui, serait un critère d'acceptabilité sur la bottom line du grand groupe. Ça ne va jamais se passer. Donc, chercher ça dès le départ, on sait à J+1 que c'est planté. La chose qu'on cherche comme ROI sur ces projets, c'est d'aller comprendre où va aller le marché du grand groupe avant que les autres BU du grand groupe l'aient compris. Et de leur amener en scout, en éclaireur, cette information, une information stratégique et structurée, pour dire, les gars, notre prochain coup à jouer, nous, on a planté notre startup, tant mieux, ça coûte pas cher. Le prochain coup à jouer pour l'ABU qui est en charge de ça et qui va bouger un peu plus lentement, à 18 mois, c'est là. Et le ROI, c'est, ça on vous le dit, avant que Gartner ou Deloitte viennent vous l'expliquer. Alors, juste avant que Jérémy ou Sanjay répondent, juste pour qu'on donne la parole à Émilie, qui est là depuis quelques minutes déjà. Émilie, ton prénom et ton nom, et si tu es OK pour être enregistrée. Merci. Ouais, Émilie Desjans, je suis OK pour être enregistrée. En fait, j'avais une question pour vous, mais du coup, ça n'a plus rien à voir avec ce que Raphaël vient de dire. C'était plutôt sur ce que vous disiez, plutôt sur la version au risque en Europe comparée aux US.
j'ai entendu aussi quelqu'un parler de l'industrie pharmaceutique et puis c'est vrai que si on développe une nouvelle molécule et qu'on a des patients dans un essai clinique et que ça échoue, c'est pas juste les investisseurs qui vont perdre de l'argent. Il y a aussi cette composante-là qui est encore plus difficile à gérer dans l'industrie pharma. Et je me demandais si vous aviez quelques pensées ou quelques idées sur comment mitiger ces risques-là, en fait, d'un point de Ouais. vue euh, patient. Je voulais patient, juste ouais. répondre à ta question, Émilie. Alors, d'abord, je voulais juste revenir un pas en arrière et dire que quand vous voyez comment Twitter, Facebook répliquent toujours les fonctionnalités de leurs concurrents, c'est là où on voit que même dans les hautes sphères de la Silicon Valley, il y a peut-être un creux en termes d'innovation. Aujourd'hui, Philippe a mentionné le rôle que le DAF joue dans le succès ou pas d'une stratégie innovation. Moi, je dirais que dans le cas de la pharmaceutique, on a vu comment Sanofi s'est pris le plus gros gadin du siècle par rapport au vaccin Covid. Et ça, c'est dû au fait qu'on a mis la question du rendement, de tout ce qui est maximisation des dividendes aux actionnaires en premier plan chez Sanofi depuis plusieurs décennies. Et moi, je n'ai pas peur du tout de dire ça. Hein. Je suis un peu comme Philippe, je dis les choses telles que je les vois. Et qu'aujourd'hui, de ce fait, quand il a fallu être très réactif et très innovant en un temps très court, Sanofi a été pris de court, n'a plus eu les capacités d'innover et s'est fait bouffer par ses concurrents. Mais Sanjay, Sanofi, Voilà. juste pour Sanofi, c'est le rebondir. L'Oréal du pauvre. Ils Ouais, font non, plus de mais R&D depuis 10 ans et ils bossent plus avec des startups depuis 10 ans. Donc c'est Non, sûr. mais voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, quand on met. C'est très compliqué pour un groupe. Parce qu'il faut à la fois que le groupe soit rentable, parce qu'il faut bien évidemment qu'il y ait des rentrées de revenus, hein, ça c'est indéniable pour un groupe, mais il faut aussi que les groupes puissent aussi mettre de côté leurs craintes, innover avec des partenaires, donc ça veut dire aussi dévoiler certains éléments potentiellement sensibles et faire confiance à des entreprises qu'elles savent être plus agiles qu'elles. Donc, mais c'est un cocktail assez compliqué pour les grands groupes aujourd'hui. Mais oui, mais c'est le cas chez tout le monde, hein. Tu parles de Sanofi, mais tous les groupes chez qui j'ai travaillé, c'était pareil, hein. C'était Ouais, des mais acteurs. Sanofi. C'est pas hyper compliqué en même temps. Je dis ça comme ça parce que bon, c'est mon métier, donc je suis déformé par ça. Mais regardez, si vous avez un petit peu d'argent devant vous, vous avez 40, 45 ans, vous avez un bon job, vous avez un peu d'argent devant vous. Vous allez vouloir investir. Comment vous investissez? Vous allez mettre une partie de l'argent que vous avez de côté sur des placements qui sont sûrs. En France, pour des raisons bizarres, on a l'assurance vie, mais il y a des placements qui sont plus sûrs que ça et qui ne vont pas rapporter gros. Mais vous savez que dans 15-20 ans, vous allez récupérer de l'argent. Et puis, vous prenez une petite partie, et là, vous allez peut-être jouer à la bourse. Alors, je ne sais pas si vous allez mettre sur GameStop ou pas, mais vous allez prendre un petit peu des risques, etc. La stratégie d'un grand groupe qui sait à peu près ce que c'est l'innovation, c'est pareil. Hein. Il y a l'essentiel des forces, du cash, de l'énergie qui est orienté vers les vaches à lait, vers les choses qui vont livrer leurs trucs petit à petit. Et puis, il y a une partie des ressources qui est considérée comme étant peut-être perdue ou brûlée, mais qui va aller essayer de chercher les coups d'avance, etc. Là où ça déconne, c'est quand les grands groupes se mettent en position de confort et en position d'aversion au risque total et qui prennent plus le moindre niveau de risque calculé. Oui, vas-y. Non, mais j'avais une remarque par rapport à ça. Avant de monter ma startup, là, j'avais commencé à monter un incubateur. On avait été voir Paris Innovation Lab ou des gens comme 50 Partners. Ils nous ont dit, écoutez, c'est pas compliqué. Le ticket d'entrée, il est entre 100K et 1 million par startup. Vous pouvez faire un incubateur de 10. À l'époque, la boîte faisait encore entre 700 et 800 millions de CA par an. Et pour un investissement de 1 à 5 millions, ils ont fait, on arrête là. Je vais te donner une indication de volumétrie sur un portefeuille d'innovation d'un grand groupe qui fait de l'innovation. Tu investis en moyenne sur 3 ans à peu près dans 100-120 projets avec un mix de projets internes, externes. Et en général,
Tu vas en avoir une 20-30 en interne et le reste en externe. Pourquoi? Parce que c'est quelque part jouer à la roulette. Il faut avoir suffisamment de mises sur la table pour avoir une chance de gagner. Donc, quand tu es dans des systèmes où on ne réfléchit pas en portfolio, mais on essaie de gagner à chaque coup, il n'y a pas de prise de risque, tu fermes complètement la logique d'innovation et c'est un truc hyper facile à tester. Tu regardes n'importe quel incubateur privé, incubateur public, c'est notre histoire, incubateur privé ou incubateur de grands groupes, quand ils travaillent avec 6 ou 8 projets à l'année, comme tu viens de décrire, c'est mort. C'est mort. Ils n'auront aucune chance de sortir un projet intéressant. Et pour ceux d'entre vous qui sont côté VC, vous le savez, parce que vous regardez votre portefeuille de projets, s'il n'y a pas assez de projets en portefeuille, vous savez que les chances d'avoir 2-3 projets qui vont casser la baraque tous les 3 ans, c'est inexistant. Et ça fait partie des choses, peut-être, je ne sais pas si c'est une réponse Émilie, mais ça fait partie des choses qui sont compliquées dans l'acceptation du risque. C'est que le risque, en fait, est presque un facteur mathématique. Ce n'est pas tout à fait le cas, ce n'est pas vrai, parce que sinon, on serait tous riches. Mais il y a un niveau assez thermodynamique. Si on ne prend pas assez de risques, ça devient hyper risqué. Si on investit dans pas assez de projets pour voir où sont les coups d'après, on ne les trouvera jamais. Et si on investit dans trop de projets, on brûle trop d'argent et ça devient aussi trop risqué. Donc il y a un équilibre à trouver, à naviguer, mais il faut une certaine volumétrie de projets dont certains nombre vont se casser la gueule inévitablement et quelques-uns vont survivre. Je ne pense pas qu'il y ait un seul VC sur la planète qui puisse dire moi cette année j'ai investi dans 30 projets, les 30 projets ont cassé la baraque. C'est pas du tout les ratios qu'on a. Alors justement, comment on finance tout ça? Peut-être Julien, tu peux peut-être nous éclairer sur cette question? Ouais, par exemple, quand la comparaison avec le VC, lui, n'a pas cette question d'innovation en tête. Lui, tout ce qu'il a, la question qu'il a, c'est est-ce que la boîte va rentrer dans mon modèle économique d'investisseur? C'est-à-dire que j'ai vendu à mes investisseurs 11% de rendement par an, ou on pourrait dire sur un fonds qui a une durée de 10 ans, de leur rendre, sur la masse globale qui a été investie, de faire x3, donc c'est à peu près 11% par an. Lui, tout ce qu'il a en tête, c'est ça. Il a vendu à ses clients le fait qu'il allait parier dans des boîtes qui permettraient un retour sur investissement de cette grandeur-là, ce qui est absolument exceptionnel. Il sait que ça va être dur à faire, mais il va se bagarrer pour y arriver. Donc lui, tout ce qu'il regarde, c'est est-ce que j'ai une boîte devant moi qui, va se vendre dans 8 ans, max 10 ans, et que les actions que j'ai vont me permettre d'avoir la performance globale que je vous ai dit. Donc en général, on sait que sur un portfolio, il va y avoir les 2 tiers qui vont sous-performer, voire mourir, et sur le tiers qui reste, c'est là-dessus où on doit faire cette performance. Ce qui fait que quand on fait mathématiquement le calcul, sachant qu'il y a 10% à la fin au moment de l'exit, à peu près, peut-être plus, mais c'est rare, pour un fonds, on va dire un fonds de 100 millions, sur ce tiers-là, il faut que les boîtes elles soient valorisées au global plus d'1 milliard. Donc tout ce qu'il a en tête, c'est cette fameuse licorne. Et lui, en fait, il ne parle pas en termes d'innovation. Que ça innove ou pas, à la limite, il s'en fout. Mais par contre, il sait au fond de lui que si la boîte doit valoir une telle valeur, il faudra qu'elle transforme son marché pour toujours. Il sait que ça s'appelle la conséquence d'une startup qui est en hyper croissance, c'est qu'elle a la capacité normalement de changer le marché et le marché ne sera pas indemne. Mais c'est simplement une conséquence qu'il observe, mais ce n'est pas quelque chose qu'il recherche absolument. Lui, son focus est très, très financier. Julien, c'est peut-être un problème pour je pense qu'en fait la situation aujourd'hui, justement en Europe et en France, et l'état d'esprit des VC et peut-être justement doit évoluer pour accompagner, parce que ce que tu dis, ça me fait peur. Moi, je parlais donc je suis basé en Israël, on a plus de 220 VC ici. Avec le mois de janvier, on a battu le record parce qu'il y a plus d'1 milliard, 1,4 milliard de dollars qui ont été levés par les startups israéliennes. Le record qui était en septembre, on est dans l'année Covid. Donc on est à plus de 10-15 milliards par an levés par les startups israéliennes, avec uniquement 15% de l'argent qui est public. Je ne parle pas de la BPI, tout ça en France qui change les chiffres. Je parle c'est 85% d'argent privé. Et tous les VC, l'intégralité de tous les VC en Israël, ils ont une position, c'est un VP Value Creation, qui est là pour pouvoir expliquer aux entrepreneurs
qu'ils rapportent une valeur stratégique en plus de l'argent. Parce que si on met que de l'argent, ça n'a aucun intérêt. Mais Alors, je voulais juste réagir, Sébastien, excuse-moi, je voulais juste réagir sur ça. Je voulais juste réagir sur ça. Il y a aussi la question de la culture du cocorico, hein, où on n'arrête pas de mettre en avant les quelques pépites qui sont des licornes. Moi, j'aime bien le Next 40 qui a été mis en place par le gouvernement. Mais je trouve que cet excès de cocorico, on est les meilleurs, on est les meilleurs, on est les meilleurs, va aussi finir par nuire à tous les entrepreneurs, à tous les acteurs de l'écosystème, parce qu'on commence à se traîner une réputation en France, et je suis désolé de le dire, quand même d'un peu arrogant. On donne l'impression comme quoi on est toujours les meilleurs, et pourtant, pour autant, je ne vois pas ni le gouvernement, ni les organes de l'entrepreneuriat en France nous dire très clairement, alors oui, il y a eu des pépites, il y a eu des réussites, mais voilà le nombre d'échecs, le nombre d'entrepreneurs qui ont déposé le bilan, qui n'ont pas réussi, et on n'est pas transparent. À chaque fois, on montre, on met en avant seulement, soi-disant, le beau côté de l'entrepreneuriat, mais on n'est pas suffisamment lucide et honnête. Pas uniquement. Parce que le bon côté, parce que quand tu demandes au gouvernement, non mais j'ai compris ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand je dis pas uniquement, je dis qu'on met très souvent, quand on est le gouvernement, on met en avant ce qu'on pense être le bon côté. Et moi, j'avais hashtagué concours Lépine quand parce que je fais le tour au CES, au Mobile World Congress, tout ça, je vais à chaque fois passer sur les stands de la French Tech et je me rends compte que ce qui est sélectionné par le gouvernement, entre parenthèses, comme étant les pépites françaises, sont très souvent en anglais, parce que c'est pas dans les journaux en français, mais aux quatre coins du monde, c'est un peu la risée, quoi, parce que c'est pas ces entreprises qui vont faire des airbags pour des chiens et des enceintes en parpaing, enfin des trucs comme ça. Et puis surtout, est-ce qu'on sait la contribution active? Est-ce qu'on connaît le chiffre de combien le secteur entrepreneurial contribue au PIB du pays? Moi, j'ai vraiment envie, je sais pas. Je vous coupe. Mais en tout cas, c'est un truc intéressant. Il faudrait essayer de trouver le chiffre, ou bien par le biais de France Digital, en tout cas, essayer de faire un lobbying auprès du gouvernement pour qu'il le sorte. Je vous coupe 30 secondes. Je vous trouve 30 secondes, mais attendez, je trouve juste 30 secondes qu'on revienne un peu dans notre sujet, en fait. Finalement, moi, je voulais revenir dans le sujet, mais rebondir par rapport à Jérémy quand j'expliquais un petit peu le modèle VC, en disant que voilà, le VC vraiment ne regarde pas le côté innovation. C'est pas son sujet. Il respecte les clients qu'il a, ses limited partners. Il leur a vendu une performance qui est quasiment impossible à faire, et donc il doit le respecter ça. Et est-ce que le VC doit changer? Je ne sais pas. En fait, c'est une mécanique. Il y a une mécanique d'incentive qui est en place. Elle est scalée et elle finance justement des boîtes qui sont particulières. Mais est-ce que ces boîtes-là sont absolument, nos champions, nos pépites? D'une certaine manière, oui, mais pas entièrement, parce qu'il y a des boîtes qui arrivent à faire de belles choses sans passer par la case VC, qui se développent sur le plus long terme, et celle-là, on n'en parle pas. Il y en a plein. Dernièrement, il y a une boîte à Montpellier qui fait, si je ne me trompe pas, c'est un peu, je vais le mettre dans la case Cégide sur la comptabilité, elle a fait un gros tour d'investissement avec du private equity, elle est valorisée à plusieurs milliards. Et ça, en fait, c'est passé sous le radar. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pris d'investissement très early. C'est une boîte, on pourrait dire, qui a à peu près 30 ans. Et pourtant, sur du logiciel qui est peut-être pas les interfaces les plus sexy, malgré tout, ils vendent. Ils ont fait leur bout de chemin et elle est valorisée plusieurs milliards. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le modèle VC est ce qu'il est. Ils développent des boîtes qui ont une configuration particulière. Et c'est vrai qu'on en parle un peu trop et qu'on ne va pas regarder les autres types de boîtes. Et finalement, on n'aide pas les entrepreneurs à imaginer une autre destinée. Tous les entrepreneurs veulent lever de l'argent. Tous les entrepreneurs veulent être, entre guillemets, VC compatibles, pensant que c'est la seule façon de réussir son entreprise. Et ça, bien sûr, là, il y a un petit problème. Maintenant, le modèle des VC, est-ce qu'il est bien, pas bien? Est-ce qu'on peut le changer? Moi, je dis simplement, il faut être conscient de la réalité du terrain. Leur incentive est comme ça. Est-ce qu'on veut rentrer dans ce système-là ou pas? Si on pense que c'est un système à la con, on n'y va pas. Et dans ce cas-là, il y a d'autres destinées, il y a d'autres façons de développer une boîte et potentiellement même d'innover. Ça prendra plus de temps. Alors justement, revenant
en revenant sur l'innovation, finalement, notre titre, c'était comment bien foirer sa stratégie de l'innovation. Mais finalement, quand on veut innover, par quoi on commence? Est-ce qu'il y a un truc à faire tout de suite quand on se dit j'ai envie d'innover et de changer ce marché dont Philippe parle? Je commence par quoi? Je fais une réunion, je fais des brainstorms avec des post-it. C'est triste ce que je veux dire, mais si tu entends le débrief du nouveau Next 40 là, qui est sorti la semaine dernière, tu as quand même la moitié de ceux qui ont churné, ils sont plus dans le classement parce qu'ils sont partis aux États-Unis. Hein. Donc, ça prouve bien aujourd'hui que le Next 40 raconte une partie de la réalité, mais pas toute. Et on est d'accord, je pense que vous pouvez arrêter avec le NES 40. Le NES 40, dedans, il y a deux Vialet, il y a OVH, il y a Blablacar. Je veux dire, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas la SNCF à ce stade-là. Donc, Mais surtout en parlant de la SNCF, Philippe, moi je trouve que en fait, il y a l'innovation, ça passe aussi par tout ce qui est la transformation digitale en interne des entreprises. Alors toi, tu as parlé de la SNCF, ça tombe bien parce que premièrement, je trouve que la SNCF, malgré quelques défaillances, a fait quand même des progrès absolument incroyables en termes de digitalisation. Un de ces métiers en interne par rapport à tout ce qui est le côté maintenance, tout ce côté relation client en externe a fait beaucoup de choses. Et Dieu sait, c'est difficile dans cette entreprise qui a plus de 244 000 salariés. À l'instar, La Poste, la RATP sont des entreprises qui ont nettement moins de salariés et qui ont complètement loupé le coche. Donc ça, c'est hyper important de souligner que l'innovation n'est pas qu'en externe. On a parlé beaucoup d'innovation externe pendant cet échange, mais il faut aussi parler de l'innovation interne et comprendre aussi, il faut que les RH dans les entreprises comprennent qu'elles ont un rôle à jouer pour accroître le business en mettant en valeur les connaissances et les capacités de la ressource humaine. Voilà, c'est pas parce que moi je travaille en finance ou en communication que j'ai pas d'autres compétences et que je peux pas les mettre à disposition de l'entreprise. Voilà. Mais les RH, alors c'est ça, Philippe. Du coup, regarde, parce que on va répondre à la question de Sébastien. Sébastien demande, il n'y a pas de réponse à la question, mais par où on commence si on veut innover, faire de l'innovation? Alors, il y a les deux grands cas de figure. Est-ce que tu es une entreprise qui est déjà existante, que tu sois une PME, une ETI ou un grand groupe, et tu as déjà 10 ans ou 15 ans de marché derrière toi, ou est-ce que tu arrives comme ça, des nouveaux, et tu crées quelque chose et tu veux lancer un truc? Enfin, moi, je suis intéressé de voir quelles sont vos réponses, mais de mon côté, il n'y a pas de réponse à ça. La réponse va être plus facile si c'est déjà une entreprise existante. Si c'est une entreprise existante, la logique, une des logiques efficaces est de dire notre entreprise, elle est dans ce marché, voilà ce qu'elle fait dans les 3 ans qui viennent, pourtant qu'on puisse prétendre savoir ce qu'on va faire dans 3 ans. Et du coup, si on veut innover, il faut qu'on regarde dans une autre direction, dans d'autres directions, qu'on aille là où on a des blind spots, des œillères, où on n'a pas envie d'aller, où on n'est pas à l'aise, et essayer de voir ailleurs dans la chaîne de valeur, avec d'autres modèles économiques, vers d'autres marchés, comment on pourrait pivoter nos activités, imaginer notre futur, etc. Et pour ça, on va isoler un niveau de ressources qu'on peut brûler, qu'on peut utiliser sans que ça impacte trop fortement notre bilan, et en espérant qu'on va démasquer des choses intéressantes. Il y a une stratégie, je pense, pour des acteurs qui sont déjà constitués, de dire allons chercher nos zones d'inconfort et prenons des cellules d'exploration qui vont faire ça. La deuxième stratégie que Sanjay, qui semblait un petit peu évoqué, je ne suis pas d'accord avec toi sur la SNCF du tout, mais c'est pas l'objet de la discussion, c'est peut-être de dire aussi, regardons-nous à l'intérieur et regardons là, au contraire de ce que je viens de dire, sur notre activité principale, où est-ce qu'on a des coûts à rattraper, et est-ce qu'au lieu de juste rattraper ces coûts, donc au lieu de dire on va faire du ticket de train numérique, comme on aurait dû le faire dans les années 90, 30 ans après, ok, super. Est-ce qu'il n'y a pas déjà, au lieu de juste rattraper le retard, est-ce qu'on ne peut pas prendre pour le coup vraiment une avance sur les concurrents et zapper en fait le retard qu'on a rattrapé, directement sauter au coup d'après? L'histoire de la
Chine qui n'avait pas de carte bancaire dans les années 90 et qui est passé complètement au paiement sur mobile et qui a explosé complètement en digital grâce à ça, est exactement ce qu'on cherche. C'est-à-dire pas dire on n'a pas de carte bancaire, on va en mettre, mais dire ok, allons complètement à l'étape d'après. Et je ne veux pas faire trop long, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid dans pas mal de pays européens avec les restaurateurs. Moi, je suis aux Pays-Bas. Alors, je ne vais pas dire que ça n'a pas été une catastrophe pour les restaurateurs. C'est une catastrophe noire, ce qui se passe depuis mars dernier pour les restaurateurs. Mais on a plein de restaurateurs qui survivent très très bien et qui sont en train d'inventer leur modèle de demain dans lequel la salle de restaurant et la cuisine dans le restaurant n'est plus quelque chose qui structure le modèle économique, qui dépasse complètement. Donc, c'est pas juste de dire on va s'améliorer sur les livraisons à domicile, mais on devient un restaurant qui est délocalisé. Les dark kitchen, pour ceux qui ça parle, ont montré ça aux US aussi. Et le fait de voir où on n'est pas bon et pas juste de rattraper, mais de déplacer complètement le sujet vers l'avant, est un bon point de départ pour l'innovation. Moi, j'aimerais bien réagir à ça. Vas-y. Oui, non, parce qu'en fait, ce que tu dis, je comprends tout ce que tu dis, mais pour revenir un petit pas en arrière, la grosse erreur, à mon avis, c'est de mélanger la transformation digitale avec l'innovation. C'est deux choses complètement différentes. Et aujourd'hui, une des grandes maladies, c'est que ce sont les mêmes personnes avec les mêmes moyens et avec les mêmes outils pour juger du résultat, etc., qui font les deux. Alors que ça devrait être complètement séparé. La transformation digitale, c'est en fait toutes les banques doivent se transformer pareil, tous les restaurants, etc. Parce que c'est une évolution. Il faut savoir autrement tu disparais si tu n'évolues pas. C'est de la survie en fait. Et c'est important. C'est peut-être beaucoup plus gros comme marché d'ailleurs que l'innovation. Donc c'est évident que ça doit être là et c'est essentiel. Mais ça ne permet pas de gagner contre son concurrent. Ça ne permet pas d'avancer plus vite. Ça ne permet pas d'ouvrir de nouvelles portes et de nouveaux horizons ou de faire évoluer ta boîte. Aujourd'hui, on l'a vu avec les opérateurs télécoms, il y a ceux qui survivent et il y a ceux qui sont en fait des plombiers et il y a ceux qui sont devenus des grandes entreprises internationales qui gèrent qui sont en fait à la base des mêmes entreprises mais qui ont évolué dans deux manières différentes. Et pour rejoindre ce que Sanjay disait tout à l'heure, dans tous les écosystèmes dans le monde qui sont en fait structurés de la même manière, il y a l'académie, il y a le monde académique avec l'Office de transfert de technologie, il y a le gouvernement, il y a les corporates locales, puis ensuite il y a les accélérateurs, l'écosystème d'investissement, l'accès au financement, etc. Et ben dans tous ces écosystèmes-là, en fait, il n'y a que les trois premiers acteurs qui sont là, qui sont la base, c'est-à-dire qu'ils ont tous le gouvernement, l'académique et les corporates locales. Et les seuls qui ont de l'argent, c'est les corporates locales. Et en fait, c'est quand les corporates locales c'est elles qui doivent initier en fait ce cycle vertueux. Parce que et ensuite, évidemment, il faut qu'il y ait l'environnement, il faut qu'il y ait l'ensemble de l'écosystème pour que ça fonctionne. Mais c'est pour ça que moi je mets vraiment, je veux dire, le concept de technologie, innovation technologique, excuse-moi, parce que tu as bien fait la différence entre innovation et technologie. Donc, je parle de l'innovation technologique. L'innovation technologique est au cœur de ça. Parce que l'innovation technologique, elle te permet, sans avoir les problèmes de scalabilité, sans avoir les problèmes de régulation, sans avoir les problèmes, tu peux en effet créer une différence et créer un avantage concurrentiel avec l'innovation technologique. L'innovation de modèle, c'est plus compliqué parce que tu es sujet à beaucoup de choses et tu dois être très rapide, alors qu'innovation technologique, ben, tu as un peu plus le temps. Et donc c'est pour ça que je reviens sur le concept de technologie pour rejoindre un petit peu ce que disait Sanjay et toi, Philippe, à l'instant. Je vais proposer, s'il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre sur scène, n'hésitez pas à cliquer sur la petite main. Et d'ailleurs, si les speakers vous intéressent, si vous vous retrouvez, n'hésitez pas à les suivre et à cliquer sur la petite clochette pour voir leurs prochaines interventions au fil des jours. Je te laisse la parole, Sanjay. Oui, Julien. alors du coup, je trouve que c'est vachement intéressant de faire cette distinction entre transformation digitale et innovation. Merci Jérémy pour avoir fait cette distinction. Je te rejoins sur la question. Aujourd'hui, aux gens un peu moins avertis que nous, c'est vrai qu'il y a une nébuleuse entre les deux, parce que dans la tête de gens lambda, une innovation, c'est quelque chose qui n'a été jamais fait, et très souvent, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, si, ça a été fréquemment fait. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut arrêter de pousser tout le temps à la transformation digitale et de dire que la transformation digitale est indispensable, parce que très souvent,
elle est quand même destructrice de quelque chose qui me semble fondamental, c'est le lien humain. Aujourd'hui, c'est très important. On le voit notamment dans le commerce. Tout le monde disait que l'e-commerce allait prendre la relève, que les magasins allaient commencer à disparaître. Et en fait, on se rend compte que non, c'est le click and collect qui prend le dessus aujourd'hui. Parce que les gens ont besoin d'un lien, en fait. Donc, ils veulent tous les avantages de l'e-commerce tout en ayant quand même un lien avec quelqu'un et avec leur enseigne. Donc, moi, je veux dire attention avant de dire que la transformation digitale est indispensable. Elle est importante, mais il y a aussi des commerces que je connais dans le 15e arrondissement de Paris qui, eux, sont minimalistes sur le digital et qui réussissent justement à continuer leur business. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont décidé de se différencier, de ne pas faire comme les autres. Et c'est grâce à ça qu'ils réussissent à fidéliser leurs clients et même en acquérir des nouveaux. Donc, en fait, on voit une tendance inverse. Après, moi, je reprends un truc. Philippe, un jour, disait est-ce qu'on se voit dire qu'on a des business électriques, c'est-à-dire des business qui marchent à l'électricité? De nos jours, ça paraît bizarre de dire on a des business qui sont digitaux ou qu'il faut se digitaliser. À une époque, il a fallu mettre l'électricité de partout dans les usines. Aujourd'hui, on met du digital de partout. Pour moi, ce n'est pas vraiment une question d'utiliser le digital ou pas. Par défaut, à un moment donné, il va falloir l'utiliser. L'ère de l'électricité nous l'a montré, l'ère de la vapeur et l'ère de l'Internet et du digital nous montrent que oui, ben, effectivement, c'est un no-brainer, il faut passer par là. Pour rebondir sur la question de l'innovation et comment foirer sa stratégie d'innovation, la question c'est pourquoi innover en fait? Qui veut innover et pourquoi innover? C'est cette grande question, parce que si on se dit je dois innover, c'est qu'il y a une urgence, c'est qu'il y a un problème. Et donc dans ce cas-là, ben, on peut définir l'urgence et le problème. Je suis à la traîne sur ça, j'ai une problématique là-dessus, je perds des parts de marché. Et donc dans ce cas-là, ça veut obligatoirement dire se mettre en risque et aller vers l'accident. Et la question, c'est est-ce que, entre autres, des grands groupes sont optimisés pour aller vers l'accident et se mettre en danger? J'ai l'impression que non. Tout le contraire, ils sont optimisés pour ne pas faire d'erreur. Je suis désolé, l'innovation, si tu innoves, ce n'est pas forcément parce qu'il y a une urgence. Alors sur ce point-là, je ne suis pas forcément en accord. Je te prends un exemple d'un de mes anciens employeurs, qui s'avère être la BBC. La BBC, aujourd'hui, n'a pas attendu l'hémorragie des usages vers Netflix et vers les autres plateformes de VOD pour se dire, bah, nous, aujourd'hui, on doit être là, maintenant, là où nos publics vont vouloir être dans 10 ans. Voilà. Eux, ils n'ont pas attendu que ça soit une urgence, que ça soit un besoin important. Alors peut-être que ce que tu décris là, c'est quelque chose de très franco-français. Moi, je le vois. D'ailleurs, je te le confirme. En France, on fait les choses seulement qu'on est contraint. Par contre, aujourd'hui, pourquoi les anglo-saxons ont pris un peu d'avance sur la question de l'innovation? C'est parce que eux, l'innovation, c'est constamment. Et on voit où ça nous porte. Moi, je vois pas trop de différence UK-France. J'ai vécu 4 ans là-bas. Je peux te dire, j'ai bossé dans beaucoup d'entreprises au UK. Moi, j'y ai passé 20 ans. Et je vois en fait la différence de vision et d'approche. C'est surtout ça qui est différent. Et les Anglais n'ont pas peur de dire on met du budget sur un projet innovation en sachant qu'il y a plus de chances qu'il ne fonctionne pas qu'il fonctionne. Si ça fonctionne, c'est tant mieux. Et il nous faudra peut-être 100 idées, 150 idées pour en avoir une de bonne qui sera exploitable. Moi, aujourd'hui, en France, je n'entends pas ce discours. Le discours aujourd'hui, c'est ce qu'on s'est dit, c'est les budgets sont plus importants, on est beaucoup plus dans le chiffre aujourd'hui en France, et c'est ça, à mon sens, qui nuit à l'innovation. Et je trouve ça un peu triste, sur la base en tout cas de mes propres expériences. Si je peux rebondir là-dessus, Sanjay, moi chez Solocal, j'ai été pendant des années Monsieur Innovation. J'ai conduit 2 ans de transformation digitale, à organiser des hackathons avec plusieurs centaines de personnes, à en sortir plein de projets qui ont vraiment donné une espèce d'émulsion à la boîte et on est vraiment allé en avant. Et puis d'un seul coup, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec une nouvelle direction et le mot d'ordre, ça a été back to business. C'est maintenant, vous arrêtez vos conneries,
on fait du chiffre. Hein, et j'ai eu le malheur de monter ma startup par la suite. Et finalement, je pense que cette aventure a dû me suffire pour me dire, c'est pas ici que tu arriveras à faire fructifier quelque chose. Alors, avant de donner la parole à Antoine qui nous a rejoint, Philippe, si tu veux réagir. Non, moi j'écoute. Je pense que les points de vue, les expériences de chacun sont ce qui fait l'intérêt de la discussion, même s'ils ne sont pas toujours alignés. Juste pour tirer d'un autre côté, bon, moi j'ai vécu très longtemps en France, hein, je suis encore français, mais regardez au niveau européen, il y a comment est-ce que je peux le dire? Les logiques d'innovation qui sont toujours, on est en train toujours d'en discuter comme si c'était un problème entre Paris et Berkeley. Alors oui, effectivement, donc il y a Israël, il y a Shanghai, il y a Beijing, il y a quand même 2-3 autres petites villes comme ça, petits bleds qui bricolent un petit peu de leur côté, hein, donc on peut regarder aussi. Mais même gentiment, aujourd'hui, arrêtez peut-être de parler de Londres et de Paris. Regardez un petit peu Madrid, regardez Porto, regardez Helsinki. Je ne vais pas jouer l'équipe locale, je ne vais pas vous dire regardez Amsterdam, vous pouvez nous laisser travailler, on fait plein de trucs. Les logiques de mise en œuvre, les cultures de l'innovation qu'il y a aujourd'hui sur le territoire européen, elles sont fascinantes parce qu'elles sont extrêmement hétérogènes. Des grands groupes comme Telefonica n'ont pas du tout les mêmes logiques que des grands groupes comme Orange. Je dirais tant mieux pour Telefonica sur l'innovation. Si on parlait de la SNCF tout à l'heure, vous regardez ce que fait NS, qui est l'équivalent de la SNCF aux Pays-Bas, ou la Deutsche Bahn en Allemagne, ça n'a rien à voir. La Deutsche Bahn est absolument fascinante. C'est l'un des rares grands services publics européens qui sait faire de l'incubation interne-externe. Alors, ça n'a pas l'air très malin vu de derrière, ça fait rêver personne, mais c'est brutalement efficace. Donc, c'est peut-être aussi intéressant de dire, bon, ok, allez, on n'est pas content de Paris et on ne sera pas dans la Silicon Valley, mais qu'est-ce qu'on sait faire d'autre et où est-ce qu'on peut aller? Regardez le nombre de VC parisiens, enfin, Julien, tu peux en parler, qui ne bossent que sur Paris. Sur Paris, je ne dis pas qu'ils ne descendent pas sur Nice ou Montpellier pendant l'été, sous un prétexte ou un autre, mais c'est absolument, enfin, c'est d'une consanguinité extraordinaire. Paris, c'est un petit village. Je suis entièrement d'accord. Ouais, sur quand je bosse avec des réseaux de je confirme, Philippe, je confirme ça, mais en même temps aussi, c'est que des fois, il y a un peu de naïveté des fois en région sur la façon dont sont abordées cette question de start-up qui est VC compatible, ce qui fait qu'il y a mais je te parle pas des régions, je te parle de prendre un putain de billet Volotea si tu n'as pas les moyens, même si tu es VC, et effectivement d'aller à Vienne, enfin je sais pas, un truc de dingue, d'aller à Dublin, il paraît qu'il y a des GAFAM à Dublin, il faudrait aller voir. Bon, ouais, ultra nomades, tu as raison, sur les autres régions d'Europe, ils ne sont pas ultra nomades. Et je reviens juste après jeter une seconde de nouveau sur la question de départ. Comment tu foires, côté startup, comment tu foires une stratégie d'innovation? Moi, je dirais un bon indice pour foirer ta stratégie d'innovation, et je vois une centaine de startups par an, hein, bon an, voilà. C'est dans les 3 premiers mois où tu as lancé ta startup, tu n'es pas allé passer 2 semaines en Europe, voir différents écosystèmes d'innovation, ce que font les startups qui ont 2 ans d'avance sur toi, là où elles ont foiré, là où elles ont réussi, et toi où tu vas pouvoir voir une voie de passage. Tu n'es pas allé à Madrid, tu n'es pas allé à Berlin, tu n'es pas allé à Helsinki, bah, tu vas en crever. Tu vas en crever parce que tu es resté dans le 15e à Paris, ou tu es resté en Occitanie, ou je ne sais pas où. Juste attends, Sanjay, on va très court alors pour laisser la parole à Antoine. Alors sur la question du ferroviaire, et puis tu as fait allusion, Philippe, à l'Allemagne. Moi, j'ai bossé en Allemagne et ce qui fait la différence, c'est l'interculturel. Hein. Donc attention, parce que si tu regardes de près le monde ferroviaire, tu verras que ni la NS ni la Deutsche Bahn sont en avance dans le secteur. Et que mine de rien, oui, on peut taper sur la SNCF sur beaucoup de sujets, mais en même temps, la SNCF est redoutée par tous les acteurs, est redoutée par tous ses concurrents européens. Et aujourd'hui, personne vient sur le terrain en France parce qu'ils savent que... Pour notre raison, tu connais le marché, c'est pour notre raison. Quand tu prends un billet de train aujourd'hui, quand tu as une carte, tu as ta carte Navigo aujourd'hui aux Pays-Bas,
qui te permet de prendre l'équivalent du TER, l'équivalent Et du Philippe, ça, c'est TGV, des du politiques. métro. Ça, c'est des politiques. Je suis désolé, c'est pas du ressort de la SNCF. Ça, c'est des politiques locales. Aujourd'hui, la SNCF fait un excellent travail, malgré le fait qu'elle gère quand même des relations politiques avec 13 régions et Non, mais avec l'État. les autres aussi. On va pas faire débat Non, là. non, Mais on va pas en les faire autres un aussi. tout. Mais ce Il que je veux faut dire pas par être là, angélique là-dessus. c'est que l'innovation aujourd'hui aussi, pour revenir un peu au cœur du sujet, c'est une question aujourd'hui politique. On en fait de la politique et peut-être qu'on ne devrait pas en faire de la politique pour faire en sorte à ce qu'elle puisse bénéficier à l'end-user beaucoup plus que là aujourd'hui. Voilà. Alors, je voudrais bien qu'on laisse la parole à Antoine. Donc Antoine, c'est enregistré. Je t'invite à donner ton prénom et ton nom et me confirmer que tu es OK pour être enregistré et diffusé dans le podcast. Bonjour Antoine. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Antoine Henrion. Je viens de Belgique et je suis d'accord pour être enregistré. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc, moi, je suis étudiant en économie et je vois que vous êtes vraiment tous très, très calés dans tout ce qui est innovation, etc. Je suis vraiment impressionné, donc merci beaucoup pour ce podcast. Mais je voulais juste revenir sur le fait que on disait que l'innovation était nécessaire en cas de crise. Enfin, c'est pas vraiment les mots utilisés, mais je trouve ça dommage de juste caser ça dans une case, alors que l'innovation, elle est juste là aussi pour bêtement se démarquer. Et elle n'est pas toujours obligatoire non plus. C'est parce qu'on innove, parce qu'on voit un besoin dans un marché et qu'on veut jouer là-dessus pour espérer générer des bénéfices. Je ne vois pas pourquoi on devrait toujours innover qu'en cas de crise. Il y a plein d'innovations qui sont possibles, mais pas toujours en cas de crise. Je sais pas si je réponds un peu à côté de la plaque ou pas, mais je voulais juste bêtement revenir là-dessus parce que je trouvais que c'était un peu. Je suis pas sûr qu'on ait dit ça. Je pense que Julien parlait de problèmes, mais pas forcément de crise. Enfin, là, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais on va être assez d'accord qu'effectivement, si on attend qu'il y ait des crises pour innover, là aussi, c'est une bonne recette pour foirer le truc. Si je peux me permettre d'apporter un élément de réponse, moi, j'accompagne depuis 2 ans un certain nombre de clients, notamment de grands groupes. Pour eux, déjà, quand ils lancent un site e-commerce, c'est l'innovation. Et puis surtout, il y a un truc qui à chaque fois me fait sauter sur place, c'est quand j'entends dire « Oui, mais chez nous, on n'a pas besoin de direction de l'innovation. L'innovation, elle se fait au niveau de tout le monde, de la culture d'entreprise et dans tous les bureaux. » Et effectivement, là, un client que j'ai accompagné l'année dernière, qui est l'un des grands comptes français de la jardinerie, avait un site e-commerce qui datait de Mathusalem. Ne voulaient pas, ils sont à 50 bornes de Paris, ils ne voulaient pas ouvrir de bureau dans Paris pour attirer des data scientists pour vraiment baser ça sur la data. Et ils y sont allés à reculons parce qu'ils étaient obligés à cause de la crise, et notamment parce que des pure players sont venus sur leur marché. Donc, ils ont fait du rattrapage. Ah ils ont un site e-commerce et encore pas d'application mobile depuis il y a exactement 1 an, ils l'ont lancé. Donc oui, ils ont fait du rattrapage. Je te donne un contrepoint de ça. Moi, j'ai travaillé il y a quelques mois là, avec Saint-Gobain qui voulait monter une filiale de Saint-Gobain, qui voulait monter un incubateur de services parce qu'ils vendent des produits, ils voulaient se mettre à vendre des services, ils voulaient explorer ça. Ça s'est fait en 6 mois. Et ils ont, alors on va pas sabrer le champagne tout de suite, mais en 6 mois, ils ont engrangé les premiers centaines et milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et je dirais, c'est pas des ex-Google, c'est pas des ex-Amazon. Hein. On a eu du mal à travailler sur Zoom en mars, quand il a fallu se mettre sur Zoom, etc. Donc, juste pour donner peut-être aussi un contrepoint, il y a quand même, et on les voit peut-être pas, mais il y a beaucoup de grands groupes qui savent naviguer dans ça, se mettre en ordre de marche et qui amènent des choses intéressantes sur le marché aussi. Mais alors finalement, peut-être que pour innover, il faut déjà avoir envie d'innover, sans parler d'argent, de business. Il y a déjà peut-être de l'envie entre les équipes, non ? C'est peut-être aussi avant tout peut-être une histoire d'homme, non, Philippe ? Qu'est-ce que tu en penses ? Pour commencer, même si c'est très réducteur. Hein.
c'est pas une question. Tu peux pas dire non, c'est pas une histoire d'homme. Ouais, bah, bien sûr, c'est le problème dans les entreprises. Les entreprises marcheraient bien s'il n'y avait pas des gens dedans. Donc c'est toujours une histoire d'homme. Mais il se passe Et de femmes d'ailleurs. Donc c'est sûr. Non, mais il y a une chose, je ne vais pas faire la synthèse, mais une chose qu'on dit tous là quand même, et c'est ce que tu viens de dire aussi juste avant, c'est que ouais, il faut quand même qu'il y ait une intention. Et une intention, c'est porté par des hommes, et ça ne va pas être porté par toute l'entreprise ou tout le grand groupe. Oui, ou des femmes. Moi, je suis une personne âgée maintenant. Donc, je suis un vieux mâle hétérosexuel, donc j'ai tous les défauts. Mais non. On fait pas d'innovation spontanément. Donc, s'il n'y a pas un corps constitué qui a la responsabilité et les compétences et la culture et la capacité d'entraînement sur une partie de l'entreprise, d'amener un discours, des logiques, des processus qui vont à l'encontre du business as usual, ouais, ça va pas marcher. Et ce que je dis assez souvent, c'est assez surprenant que parce qu'on fait de l'innovation, on fait des choses qu'on ne ferait pas si on faisait de la finance. Je veux dire, ça ne viendra personne de monter un département financier dans un grand groupe en disant, bon, ben, on va recruter que des gens qui n'ont jamais fait de finance, on va inventer la finance au fur et à mesure qu'on avance, on verra comment on fait les déclarations fiscales en cours de route, c'est pas grave, on y arrivera. Et c'est absurde. C'est marrant que tu dises ça parce qu'en ce moment, quand on voit le marché des cryptos, il n'y a pas une banque qui soit positionnée dessus et ils vont tous se faire bouffer le marché. Moi, je me suis mis il n'y a pas longtemps, tiens d'ailleurs, Jérémy, tu as le bonjour d'Auriel, sur l'application Zengo qui permet d'acheter de la crypto comme si on achetait un truc sur Amazon. Là-dessus, en termes d'innovation, les banques, elles sont dépassées. Alors après, je rebondirais en disant que l'innovation, il faut, pour faire de l'innovation pertinente, percutante, il faut déjà qu'il y ait une envie de faire de l'innovation et que la personne qui va être à la tête du pôle innovation puisse fédérer et savoir fédérer toutes les équipes de l'entreprise. Dans un grand groupe, c'est très, très compliqué parce que, encore une fois, la politique interne d'entreprise impacte beaucoup les décisions en matière d'innovation. Et je pense que parler d'innovation, c'est bien. Je pense qu'on va dans le bon sens, mais que la route est encore très, très longue et que, il y a des gens qui me disent, j'ai entendu, il ne faut peut-être pas tout répliquer de la Silicon Valley. Je suis d'accord qu'il ne faut pas faire un copier-coller, mais en tout cas, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui est bien là-bas ? Qu'est-ce qui peut être transposable aujourd'hui en France d'un point de vue culturel, d'un point de vue business et économique, et essayer de prendre le bon et le mauvais. L'innovation, après tout, c'est du test and learn, c'est de prendre le meilleur des autres pour essayer de faire encore mieux chez nous. Alors, juste avant de conclure, attendez, je suis désolé, juste avant de conclure, parce qu'on était parti sur un créneau d'1 heure avec Philippe qui a d'autres obligations juste après. On va conclure la partie enregistrée du podcast. Sur la petite musique, je vous invite à vous suivre les uns les autres si vous souhaitez poursuivre les discussions, si les sujets vous ont intéressé. Philippe, c'est sa première room, c'est ça, hein, Philippe, hein, c'est ça, première animation de room. C'est le grand saut, voilà. Donc si vous vous retrouvez dans ce que dit Philippe, Julien, Sanjay, Jérémy, Raphaël ou encore Antoine, n'hésitez pas à les suivre. Moi, je vous invite vraiment et sincèrement à chercher les conférences de Philippe Méda sur Google parce qu'elles sont c'est juste de la folie en barre, quoi. Ça ouvre la tête et ça vous remet un peu d'équerre sur les sujets de l'innovation. Philippe, pour conclure, je voudrais que tu nous partages un conseil vraiment fort pour bien foirer sa stratégie d'innovation. À toi, Philippe. Pas s'amuser avec ça, c'est une start-up et c'est dans un grand groupe, pas être soutenu politiquement. Ce qui fait référence à ce qui venait juste d'être dit avant. Merci pour l'invitation, Sébastien, et merci à tout le monde d'avoir participé, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Philippe. À bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcast, bien évidemment. Alors là, j'ai mis
C'est disponible sur l'émission est disponible sur Spotify et Apple Podcast et en direct comme ça de temps à autre sur Clubhouse. Bonne journée.